Regorgeant les ressources naturelles importantes et exceptionnelles, avec une forêt considérée comme le poumon de l'humanité, la RDC, un pays au centre de l'Afrique, n'arrive pas à décoller. Alors quels sont les enjeux et les défis sécuritaires dans la protection des ressources minières? Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission Chronique des BM. Nous allons réfléchir aujourd'hui sur l'aspect sécuritaire, enjeux et défis par rapport aux ressources minières que la RDC a et que la République démocratique a. Alors nous allons réfléchir aujourd'hui, pas seul, bien évidemment avec le professeur, un professeur d'université, de surcroît un docteur en droit. C'est avec lui que nous allons échanger tout à l'heure, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue professeur. Bonjour, merci. Alors professeur, en peu de mots pour ceux qui ne vous connaissent pas, pour une première fois de vous voir dans ces plateaux, qui êtes-vous? Très simplement, mon nom c'est Christian Junior Kabangi Nkongolo. Je suis professeur de droit à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Ça va faire presque 10 ans maintenant. Et voilà, donc je suis docteur en droit de l'Université d'Afrique du Sud et je suis avocat spécialisé sur les questions qui touchent à l'investissement et aux ressources naturelles. Voilà ce que je peux dire. Merci professeur. Je vous en prie. Alors l'actualité oblige, élu 47e président aux États-Unis, Donald Trump, il est aux affaires. Alors quelle est votre lecture? Bon, un premier commentaire à chaud serait de dire que bon, c'est le triomphe de la démocratie, c'est-à-dire que les Américains se sont exprimés, ils ont porté leur choix sur un acteur qui n'est pas inconnu parce qu'il a déjà été président, c'était le 45e je pense, avant et là maintenant, il revient aux affaires. La question peut-être pour nous en tant que Congolais, c'est de savoir quelle incidence cela pourrait avoir sur la politique étrangère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, la politique étrangère des États-Unis ne change pas trop, peu importe que ce soit les démocrates ou les républicains au pouvoir. Donc c'est simplement à nous Congolais, à nos autorités, d'être capables de trouver les passerelles, n'est-ce pas, pour faire passer le message ou les intérêts de la RDC dans voilà, les relations diplomatiques avec les États-Unis. Alors, ça pourrait influencer sur notre situation sécuritaire à l'est du pays? Bon, naturellement, je pense que il faudrait bien qu'on poursuive avec la diplomatie et le lobby. Vous savez que les Américains ont adopté le Dodd-Frank Act, voilà, qui combat ce qu'on appelle les minerais de sang. Alors cet instrument juridique est très important dans le commerce international des minerais. Il faudrait donc que la RDC puisse intensifier sa collaboration avec les États-Unis justement, qui sont aussi parmi les grands consommateurs ou les grands acheteurs des matières premières venant de la RDC, qu'on arrive à intensifier la collaboration pour mettre fin justement à ces minerais de sang qui constituent d'une certaine manière le nerf de la guerre et de la déstabilisation de la partie est de notre pays. Donc je pense que naturellement la politique étrangère des États-Unis nous intéresse au plus haut point en rapport avec la situation à l'est du pays, naturellement. Voilà, nous sommes en train de parler les enjeux et défis sécuritaires dans la protection de nos ressources minières. Alors, cher professeur, il serait mieux de nous éclaircir sur certains concepts tels que les ressources naturelles. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces concepts de ressources naturelles? Disons qu'il n'y a pas une définition qui soit universellement acceptée ou admise quand on parle des ressources naturelles, mais de manière générale, il s'agit des biens et des services qui sont fournis ou produits par la nature et qui représentent une certaine utilité à l'homme, dans la vie de l'homme, n'est-ce pas? Mais peut-être que pour mieux contextualiser les choses, il faudrait peut-être comprendre déjà que lorsqu'on parle de ressources, en rapport avec l'État, il s'agit de tous les moyens, n'est-ce pas, qui permettent à l'État de réaliser son développement.
Et dans ces ressources, vous avez par exemple les ressources humaines, le capital humain qui est très important. Vous savez par exemple que d'ici 2050, la population de la RDC va doubler, n'est-ce pas? Et donc on aura un capital humain très important. Si on le canalise bien, ce sera une aubaine ou un facteur déterminant pour le progrès de la RDC. Donc à côté des ressources humaines, il y a les ressources naturelles. Comme je venais de le dire, ce sont des biens, des services qui ont une certaine utilité pour l'homme et qu'on dispatche généralement entre les ressources qui sont épuisables et qui sont non épuisables. Non épuisables, il y a par exemple l'air et le soleil, et les rayons de soleil, qui jouent un rôle important, évidemment, dans le fonctionnement de la vie humaine. Mais il y a aussi ceux qui sont des ressources naturelles qui sont épuisables. C'est l'exemple des minerais, c'est l'exemple du pétrole, c'est l'exemple voilà, du gaz et parfois de l'eau aussi, n'est-ce pas? Donc, en gros, il y a ça et naturellement, il y a les ressources financières qui sont généralement, ce sont des revenus qui sont issus généralement de l'exploitation de ces ressources et que l'État peut utiliser, n'est-ce pas, pour réinvestir et diversifier son économie. Donc, je pense que, cela étant dit, vous avez peut-être une idée de où est-ce qu'on peut situer les ressources naturelles dans le lot des ressources dont dispose un État. Mais professeur, on entend toujours parler de richesse et malédiction de ressources naturelles. On veut un peu comprendre c'est quoi? Disons que dans les théories économiques, il y a eu certains auteurs qui ont mis en avant la théorie de la malédiction des ressources. C'est-à-dire qu'ils sont partis de l'observation selon laquelle les pays qui sont dotés d'énormes ressources naturelles sont malheureusement les pays où on trouve beaucoup de pauvres. Beaucoup de la population souffre d'une extrême pauvreté. Alors, cette relation entre le potentiel en ressources naturelles et la situation précaire des populations a amené plusieurs auteurs à considérer que la grande ou la forte dotation en ressources naturelles pour un pays peut être une malédiction. Mais évidemment, il faut mettre le bémol pour dire que la dotation en ressources naturelles elle-même n'est pas une malédiction. Mais généralement, c'est le système de gouvernance qui repose sur la corruption, qui repose sur voilà, le manque de transparence, sur des pratiques qui ne permettent pas justement à la population de capter la manne qui devrait provenir de l'exploitation de ces ressources naturelles. Le cas de la RDC, par exemple? Bon, je pense que lorsqu'on regarde l'histoire de la RDC depuis l'indépendance jusqu'ici, il y a on va dire que la théorie de la malédiction des ressources peut se vérifier de manière empirique. Quand je dis empirique, ça veut dire qu'il y a des faits, n'est-ce pas, qui démontrent que l'exploitation des ressources dans notre pays n'a pas profité à la population, pas parce que ces ressources sont une malédiction pour nous, mais simplement parce que le système de gestion et de gouvernance de ces ressources n'a pas reposé sur des pratiques de transparence. L'exploitation illégale et illicite, la corruption, toutes ces pratiques n'ont pas permis à la population aujourd'hui de bénéficier des retombées de l'exploitation de ces ressources. Donc, on va dire que cette théorie peut se vérifier, mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas la dotation en ressources naturelles qui est une malédiction, mais c'est le mode de gouvernance qui, s'il n'est pas approprié, s'il ne repose pas sur la transparence et des bonnes pratiques, qui transforme justement ces ressources-là en une malédiction pour la population. Donc il y a probabilité que ces ressources soient aussi transformées en une bénédiction au moment où bien sûr. Les dirigeants marchaient en toute transparence? Bien sûr, et je peux vous garantir qu'on ne peut pas parler du développement de la RDC, du décollage de la RDC sans ses ressources naturelles. Évidemment, je suis de ceux qui considèrent qu'il faut diversifier l'économie, mais dans ce processus-là, on ne peut pas laisser de côté les ressources naturelles. Il faut alors mettre en place une intelligence, n'est-ce pas, au niveau de l'organisation des structures et des institutions qui interviennent dans l'exploitation, l'exploration et l'exploitation de ces ressources pour arriver à canaliser, d'abord à capter les revenus,
ensuite à les canaliser vers le financement des grands projets de développement. Alors à votre niveau, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Parce que la RDC, c'est un pays rempli de ressources naturelles, mais qui n'arrive pas à décoller, qui n'arrive pas à se développer. Vous, étant professeur, étant scientifique, d'ailleurs, on vous accuse que vous, les professeurs, vous êtes, c'est là, parmi ceux-là qui ont amené la malédiction dans ces pays avec vos connaissances que vous avez bombées, mais apparemment rien ne marche. Bon, je pense qu'il faut faire une distinction entre les acteurs politiques et puis les professeurs qui restent dans la peau d'un scientifique, n'est-ce pas, et qui donnent des avis, n'est-ce pas. Personnellement, si vous avez l'occasion de lire mes écrits, je fais des observations en rapport, et d'ailleurs ma thèse de doctorat a porté sur l'amélioration de la gouvernance minière. Cette amélioration doit se faire en essayant, n'est-ce pas, d'améliorer les revenus, n'est-ce pas, qui doivent revenir à l'État, mais aussi en améliorant le système de répartition et de distribution de la richesse, n'est-ce pas. Donc lorsqu'on publie, lorsqu'on participe à des conférences, lorsqu'on vient sur votre plateau émettre des opinions et des points de vue, c'est aussi une manière de participer, n'est-ce pas, à l'avancement des réflexions sur l'amélioration des conditions de notre pays. Donc voilà. Voilà. Merci professeur. Alors, puisque nous sommes en train de parler de ressources naturelles, alors la question est de savoir comment doit-on gérer ces ressources transfrontalières qui peuvent créer des conflits avec d'autres pays. Bon, disons que les ressources transfrontalières créent généralement des conflits entre les États. Ce n'est pas, ou disons qu'il y a un potentiel de conflit entre les États. Mais évidemment, il y a des principes qui émergent du droit international, n'est-ce pas, qui reconnaissent la souveraineté des États sur la portion qui leur revient. Si par exemple, on va dans la partie au Bas-Congo, entre le Bas-Congo et l'Angola. Vous savez qu'il y a du pétrole là, n'est-ce pas? Ouais. Et naturellement, lorsque vous voulez comprendre qu'est-ce qui revient au Congo et qu'est-ce qui revient, n'est-ce pas, à l'Angola, il faudrait comprendre, par exemple, le régime juridique qui est consacré par le droit international de la mer, n'est-ce pas, pour savoir jusqu'où va la partie qui est réservée au Congo. Évidemment, je ne voudrais pas être trop technique dans cette émission, mais on a évidemment la mer territoriale, et puis il y a la zone exclusive économique, et ensuite il y a le plateau continental. C'est généralement là que l'on retrouve les hydrocarbures. Donc lorsque la RDC s'est identifié sa portion, l'espace qui recouvre son plateau continental, il doit être capable d'exercer sa souveraineté sur cette partie. Et évidemment, au-delà des aspects de souveraineté, il y a ce qu'on appelle les aspects de collaboration. C'est comme ça que lorsque vous faites des recherches, par exemple, sur la tentative de régler les malentendus qu'il y a eu entre le Congo et l'Angola, vous verrez qu'il y a des accords de coopération pour une exploitation commune. Évidemment, il y a à boire et à manger dans ce dossier-là sur les capacités de négociation de la RDC. On y reviendra peut-être prochainement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple aussi à l'est du Congo, n'est-ce pas? Il y a du gaz, je pense, entre l'Ouganda et le Congo. Donc naturellement, là aussi, il faut créer des cadres de collaboration. Les ressources naturelles ou les ressources minières, pour être un peu plus spécifique au niveau transfrontalier, vous devez savoir par exemple que dans le secteur des mines, il y a des structures que le code minier a mis en place pour contrôler justement les minerais qui sortent de notre pays pour aller vers l'extérieur. Il y a tout un processus de certification qui est prévu par les lois et même les mécanismes régionaux, n'est-ce pas? Et malheureusement, si je dois le dire comme ça, c'est que les textes existent, mais dans la pratique, malheureusement, on assiste à beaucoup de contrebande et à beaucoup d'exploitation illégale, c'est-à-dire qu'il y a une grande quantité des minerais, particulièrement les minerais stratégiques, qui sortent de notre pays sans passer par le circuit
établis par la loi au niveau de nos frontières. Donc on a des frontières qui sont encore très poreuses. Dans ces cas, on doit revoir le texte? Bon, pas forcément revoir le texte, mais il faudrait que les institutions, les organes qui interviennent dans le contrôle, n'est-ce pas, de l'exportation de nos minerais, par exemple, puissent faire leur travail comme il se doit. Il y a, évidemment, par exemple, de manière générale, dans la certification, il y a le centre d'évaluation, d'expertise et de certification, le CEC, n'est-ce pas, qui doit vous donner un certificat pour confirmer l'origine de ces minerais, pour éviter justement, pour assurer la traçabilité et être sûr que l'on ne tombe pas dans le régime des minerais de sang. Alors professeur, puisque nous sommes en train de parler des enjeux et défis sécuritaires pour la gestion de nos ressources minières, alors comment doit-on gérer les ressources transfrontalières qui peuvent créer des conflits avec d'autres pays? Ben, alors naturellement, il faut premièrement être conscient du fait que les ressources transfrontalières, n'est-ce pas, mettent les intérêts de deux pays au centre. Et naturellement, ce que les États font, c'est sans doute créer d'abord un cadre de collaboration pour savoir qu'est-ce qui revient à chacun, n'est-ce pas? Et ensuite, il faudrait être capable aussi de maîtriser, de comprendre quel est le régime juridique, n'est-ce pas, qui s'applique aux opérations d'exploitation ou les opérations qui doivent se faire au niveau transfrontalier. Évidemment, en parlant des ressources naturelles, c'est un concept très large, n'est-ce pas? Les ressources forestières, par exemple, vous savez quel est le rôle que le bassin du Congo joue dans, évidemment, la lutte contre le changement climatique et la réduction des gaz à effet de serre. Or, par exemple, vous savez que 60% du bassin du fleuve, de la forêt du bassin se retrouve sur le territoire congolais. Donc, vous savez déjà, vous comprenez déjà que, par exemple, à ce niveau-là, le Congo a un rôle de leadership à jouer dans la négociation, n'est-ce pas, de toute forme de contrat ou voilà, qui pourrait porter autour des activités sur le bassin du Congo. Donc il faudrait connaître sa position dans les relations évidemment transfrontalières. Il y a aussi, il faudrait maîtriser, par exemple, si on doit parler des hydrocarbures, il faudrait maîtriser le régime juridique qui est consacré par le droit international de la mer. Là, je parle par exemple du pétrole ou des hydrocarbures que l'on trouve entre le Bas-Congo et l'Angola, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de ça, mais il faudrait premièrement comprendre sur quel espace la République démocratique du Congo est appelée à exercer sa souveraineté. De manière classique, on distingue ce qu'on appelle la mer territoriale, la zone économique exclusive et puis le plateau continental. C'est généralement dans le plateau continental qu'on retrouve les hydrocarbures. Alors lorsque ces délimitations ont été faites, et je peux déjà vous dire que ça a parfois posé des problèmes au fil des années dans la délimitation entre le Congo et l'Angola, il y a eu plusieurs tentatives d'accord. Ouais. Il faudrait donc mettre son expertise en jeu pour comprendre qu'est-ce qui revient en termes de délimitation à la RDC. Ensuite, s'armer, n'est-ce pas, des arguments de souveraineté pour discuter avec l'autre État ou l'autre partenaire et comprendre quel régime de collaboration on peut établir entre les deux pays. Il existe, je pense, un accord récent qui a été conclu, je pense, avec l'Angola. Si je ne me trompe pas, c'est sur le bloc 15, les hydrocarbures. Mais il y a bien plus que ça. Il n'y a pas que le bloc 15, il y a d'autres blocs. Donc, la gestion des ressources transfrontalières exige d'abord qu'on puisse savoir qu'est-ce qui nous revient souverainement et ensuite créer un cadre de collaboration avec les autres États pour que l'exploitation qui peut se faire de manière conjointe ou de manière séparée ne puisse pas créer des tensions entre les pays. Il y a aussi la question au niveau
des activités transfrontalières, du contrôle, n'est-ce pas, des exportations. Là, je parle des minerais qui sortent du territoire du Congo vers l'extérieur. Vous savez qu'avec la situation à l'Est, par exemple, il y a beaucoup de minerais qui ont quitté de manière illégale, sans passer par le circuit, par le biais du Rwanda, et ça, c'est pas un secret. Donc, il y a un travail à faire au niveau de la gestion, du contrôle de ce qui se passe au niveau de nos frontières, en rapport avec l'exploitation des ressources transfrontalières. Voilà, nous allons prendre cet élément, professeur. Question pour vous de respirer un peu, et puis on va revenir tout juste après. Ok, il n'y a pas de problème. C'est entre nos mains. Voilà pourquoi j'ai aimé lorsque le DG a dit que chacun d'entre nous, là où il est un acteur du changement. Chacun. Alors, le contexte, vous disons, il m'a été demandé de parler des enjeux sécuritaires, n'est-ce pas, des enjeux des défis sécuritaires en rapport avec la protection des ressources minières. Il a décliné 6 axes, n'est-ce pas? Et parmi ces axes-là, il y a l'axe qui porte sur l'impératif sécuritaire, l'impératif de protéger. Un des aspects, n'est-ce pas, de cette protection touche autour de l'exploitation, en disant la protection de nos ressources minières. Il faut savoir dire, bon, les mines, c'est l'économie, c'est le business, mais la sécurité, on pense peut-être que c'est des questions qui sont loin. Mais je vais vous démontrer ici qu'il y a une corrélation permanente entre les ressources minières et l'impératif qu'il y a à assurer la sécurité et la protection de notre territoire national. Vous étiez face aux militants, cadre de l'UDPS, vous aviez expliqué les ressources minières, vous avez parlé sur la protection des ressources minières. On veut en savoir un peu plus. Bah, évidemment, le thème de cette conférence, disons, le thème que j'avais exploité, c'était l'adéquation, la relation qui existe entre les enjeux sécuritaires et la protection de nos ressources minières. N'est-ce pas, je suis parti du discours d'investiture du président de la République, où il avait décliné 6 axes. Et l'un des axes, justement, c'était la protection du territoire, des populations et de leurs biens. Et il avait insisté sur la nécessité de procéder à des réformes profondes de l'appareil sécuritaire. Partant de là, n'est-ce pas, lorsqu'on parle des biens, ce n'est pas simplement les biens des particuliers, c'est aussi le patrimoine qui appartient à la nation. Et donc la protection des biens inclut aussi la protection, n'est-ce pas, de nos ressources naturelles, parce que c'est un patrimoine qui appartient à la nation. Et donc, très généralement, lorsqu'on parle des ressources naturelles et des ressources minières, on évoque simplement les aspects économiques, sans parfois tenir compte de la relation directe qu'il y a entre la protection de nos ressources naturelles et les questions sécuritaires. Ce que je veux dire, c'est que tant qu'on ne va pas régler, n'est-ce pas, la question sécuritaire, par exemple à l'est du Congo, et rétablir, n'est-ce pas, l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, il y a une partie de ressources de notre pays, minières ou autres, qui vont échapper au contrôle, n'est-ce pas, de l'État, et ce sera une perte ou un manque à gagner pour la nation. Donc, essentiellement, il y a un travail à faire sur la sécurisation de nos ressources naturelles, et ce n'est pas des moindres parce que c'est un enjeu capital, particulièrement lorsque vous prenez en compte l'enjeu lié à la transition énergétique et à ce qu'on appelle les minerais critiques et stratégiques. Voilà. Prof, aujourd'hui, vous êtes Congolais de père et de mère. Obligé na kino. Ah voilà. Les loyo, batu balobi, topé, zolo ba été guerre et zolo kana est. Source nango, cause nango, base nango, ils ont des ressources naturelles. Oyombo canabiso, Congo, eza nango. Est-ce que guerre wana un jour est coco aussi là? Ce que aussi là, alors quel est le véritable enjeu? Oyo, beaucoup ça la pour être guerre ici là parce que la cause, la base, et ça des ressources naturelles, minières, autosanan.
Alors, guerre à Est, il faut ici là. On ne va pas dire est-ce que Kokik aussi là. Il faut ici là. Parce que ça date des décennies. Et ça là déjà presque 25 ans que Tozan a cycloana. Banebele le lobazaba orphelin de père et de mère. Banebele bazana na possibilité à Kotangate. Évidemment, le président de la République a mis en place un fonds, il y a assistance dans la victime, n'est-ce pas, qu'il faut encourager. Mais il faudrait un moment que eloko wana ya ko ke lelo tolamuki kingandi azumanduki a kotina est abomi batu po azo a contrôle ya ba minéraux, ça doit s'arrêter. Il y a un lien direct entre Makambo Oyako Bate Lamboka et Makambo Oyako exploiter les minéraux. On ne peut pas dissocier ça. Et Congo, Tolingate, Tozali, Tobengami, en tant que nation, Yakozalana O Babengi, une armée dissuasive. C'est-à-dire, il faut Tozala na armée, il faut tous à la comment on dit armée en lingala Mapinga, voilà. Mapinga, oyoba kozala capable ya ko repousser ba tentative nyoso, ya kozwa contrôle, ya mabanga talo. C'est ça qui crée une déstabilisation. Donc évidemment, ba cause ezalaka ebele, misusu ba koyebisa que bazozo ba minéraux pour kakaba somba manduki. Mais raison ya o bazo pesa koko za la misusu pe ba koyebisa yo que te soki ba koti makambo ya ko zo manduki eza pona ko zo contrôle ya ba minéraux. Donc d'une manière ou d'une autre ba minéraux ba mabanga talo to za nango na mboka na biso, ça peut être une source de déstabilisation pour na mboka, tout comme ça peut être une source ya prospérité pour na mboka. Alors eza biso ba congolais bakonzi na baoyo bazokamba mboka, il faudrait vraiment tobunda pour tocha ba système de sécurité na mapinga o bazali capable ya ko repousser ba armée étrangère, ko repousser pe baoyo ya biso bandeko bazozwa ba manduki pona ko exploiter de manière illégale ba ressources na biso. Donc il y a vraiment un travail à faire. Ndenge président Moko Alobaki na réforme, il y a appareil sécuritaire ya mboka na biso. Voilà, si tel est le cas, comment alors rétablir la paix et assurer une gestion rationnelle et transparente de nos ressources naturelles? Bon, comme je venais de le dire, n'est-ce pas, il faudrait tous alana nous conscients que le potentiel minier, le potentiel de ressources naturelles du Congo exige en contrepartie que tous alana appareil sécuritaire moko ya makasi. Il faudrait que les services de l'État qui veillent à la sécurité sur l'ensemble du pays soient capables ya koloba qui fait quoi, n'est-ce pas? Il n'y a pas que les services sécuritaires, il y a aussi d'autres services de l'État comme la douane qui doit être capable de contrôler ni Nezo Bima ni Nezo Kotanamboka. Il y a les services spécialisés dans chaque secteur. Il y a par exemple l'inspection générale des mines, la police des mines. Ils doivent intervenir pour arriver à contrôler, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se fait. Les centres, il y a certification, centre d'évaluation, d'expertise et de certification. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là ne soient pas à la hauteur de leur service, de rendre service? Le problème, c'est qu'il y a déjà un préalable. Il faudrait d'abord restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays. Et ça, c'est l'armée, c'est les services, c'est les services de sécurité qui doivent le faire, n'est-ce pas? Mais évidemment, ce n'est pas facile. Et là, je rends hommage à nos forces armées qui se battent, n'est-ce pas, à l'Est pour repousser l'ennemi, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup à faire encore. Alors, lorsqu'on a restauré l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, c'est maintenant que les administrations des différents secteurs, forestiers, miniers et pétroliers, doivent maintenant fonctionner aussi pour faire leur travail, n'est-ce pas? Et là, vous savez que l'administration au Congo est rangée par un mot, c'est la corruption, n'est-ce pas? Il faudrait travailler pour mettre fin à la corruption dans le fonctionnement de l'État, dans tous les secteurs. Et le secteur des ressources naturelles n'échappe pas à ça.
on est en plein état général de la justice, n'est-ce pas? Ouais. Et je pense que l'une des manières aussi de ramener l'ordre dans le secteur de la gestion des ressources naturelles, c'est que la justice devra faire son travail. Donc, tant que la justice est malade dans le pays, on aura du fil à retordre pour ramener, n'est-ce pas, les différents secteurs de l'économie à fonctionner correctement. Possible de trouver des personnes honnêtes, sincères, à aider ces pays, la République démocratique du Congo. C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Kabila Lukaka a 15 personnes honnêtes. Ici matin, Fatih est venu avec les états généraux, avec plusieurs trucs. Bon, on se demande, est-ce que le professeur, les scientifiques peuvent nous aider à relever les défis? Professeur, nous allons suivre cet exemple, l'exemple de ces pays, la Malaisie. Un pays qui a le même ressources naturelles que la Côte d'Ivoire devient aujourd'hui un exemple du développement. Nous allons suivre l'extrait de cet élément et puis on revient juste après pour clôturer l'émission. Okay. Entre l'Afrique et l'Asie, c'est que l'Asie n'a rien, mais elle transforme tout, alors que l'Afrique a tout, mais elle ne transforme rien. Eh bien, ce constat reste toujours d'actualité, malheureusement. La Malaisie a la même superficie, la même population, le même climat et les mêmes ressources que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le cacao, l'EVA et le pétrole. Et son premier ministre, le docteur Mahathir, surnommé docteur M ou docteur Miracle, a fait de la transformation son credo, sa priorité. Ainsi, la Malaisie transforme automatiquement toutes ses matières premières. Par exemple, elle transforme son EVA en pneus de voiture, en préservatifs, en gants caoutchouc. Et comme la transformation est faite sur place, eh bien, les cours de l'EVA sont fixés, non pas à Londres, mais à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Et la démonstration est ainsi faite. Quand vous avez des usines de transformation sur place, c'est vous qui fixez les coûts de vos produits, c'est clair. Et sur cette lancée, la Malaisie a bâti, avec son pétrole, une société pétrolière dénommée Petronas, qui est considérée comme l'un des nouveaux géants de l'or noir. Et vous voyez par vous-même les images de la Malaisie, c'est un paradis qui a permis à la Malaisie d'attirer 12 millions de touristes en 2004 et qui lui a rapporté 6 000 milliards de recettes en devises, soit 4 fois le budget national de la Côte d'Ivoire. Et j'ajoute que la Malaisie a intégré la mondialisation dans sa vision économique en donnant la priorité à la création de grandes structures sur lesquelles peuvent se greffer leurs PME pour leur permettre ensemble de conquérir tous les marchés mondiaux. Comme les autres dragons, la Malaisie sait que sans les grandes structures, aucune PME ne peut conquérir à elle seule les marchés mondiaux. Et cette politique économique est un tel succès que les Malaisiens ont pleuré lorsque le docteur Mahathir a décidé de lui-même de démissionner en 2004. Voilà l'exemple d'un pays semblable à la Côte d'Ivoire, la Malaisie, qui a réussi à gagner sa bataille contre le sous-développement et contre la misère. Et même... Professeur, généralement les pays qui disposent plus des ressources naturelles, ce sont des pays qui vivent vraiment en sous-développement où on remarque une pauvreté atroce. Pourquoi ces contrastes? Je pense que j'ai parlé de ça quand on parlait de la malédiction des ressources. En fait, ce n'est pas la dotation en ressources qui pose un problème, mais c'est le mode de gouvernance, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a beaucoup de corruption autour de la gestion des ressources naturelles, mais il faut mettre en place un système justement qui permet de créer des transactions transparentes, n'est-ce pas? Et s'il faut peut-être revenir à l'exemple de la Malaisie qu'on vient de voir, je pense que tout part d'abord du modèle économique qu'on veut promouvoir. Tout le monde sait, disons, tous les économistes vous diront
qu'une économie de transformation, lorsque on transforme, on ajoute, il y a la valeur ajoutée sur la chaîne des valeurs, n'est-ce pas? C'est un principe qui est connu en économie. Et aujourd'hui, lorsque vous faites une étude, vous allez remarquer par exemple que dans les exportations en République démocratique du Congo, 95% de nos exportations, ce sont des matières premières qui ne sont pas transformées. Les produits manufacturés ne représentent que 5%. Ça veut dire que l'économie congolaise ne transforme qu'à la hauteur à peu près de 5%. Évidemment, si je ne prends que le secteur des exportations. Ce qui veut dire qu'il faut transformer l'économie congolaise et procéder à la transformation. Pourquoi? Parce que la transformation apporte une valeur ajoutée dans la chaîne des valeurs. Ce principe qui concerne évidemment plusieurs secteurs de l'économie ne laisse pas de côté le secteur des ressources naturelles, le secteur minier. Lorsque vous regardez la réforme de 2018, le code minier exige aujourd'hui que les opérateurs miniers puissent transformer les ressources sur le territoire congolais. Et c'est seulement quand il y a vraiment des raisons évidentes qui exigent que ce soit fait à l'étranger qu'on peut demander une dérogation au ministre des Mines, n'est-ce pas? Alors, donc, il faudrait aujourd'hui, les textes existent, mais que l'État congolais puisse insister, n'est-ce pas, pour que tous les opérateurs miniers puissent transformer ces ressources sur le territoire congolais de manière à ajouter une plus-value et augmenter les revenus de l'État. Cette réalité concerne pas seulement les mines, comme je l'ai dit, mais plusieurs secteurs de l'économie. Et évidemment, on est dans une logique où on est en train de vouloir aller dans la zone de libre-échange économique en Afrique. À ce niveau-là, il va certainement falloir que le gouvernement congolais, je pense que c'est peut-être déjà même fait, fasse une étude de ce qu'on appelle les avantages comparatifs, pour savoir qu'est-ce qu'on peut continuer à importer, parce que c'est produit à l'étranger à moindre coût, ou qu'est-ce que l'on peut produire au niveau de notre économie et aussi exporter vers l'extérieur et ramener un peu plus de dividendes à la République ou à la nation. Donc c'est juste question d'appliquer les lois de l'économie qui sont déjà connues et qui existent. Le cadre juridique, il est peut-être perfectible, mais il y a beaucoup de dispositions qui existent, comme celles que je vous ai données dans le secteur des mines, mais il faudrait mettre cela en application, il faudrait travailler, et c'est un travail qui ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudrait s'y mettre, accompagner le gouvernement, le président de la République dans les grandes réformes économiques. Vrai ou faux, la guerre à l'Est finira un jour? Je suis afro-optimiste, n'est-ce pas? Je parle d'afro-optimiste parce que on ne peut pas construire une Afrique prospère sans le Congo. On ne peut pas construire une Afrique prospère lorsque le Congo est malade. Je pense que c'est Frantz Fanon qui a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Donc, en quelque sorte, le jour où le Congo décolle économiquement, il y aura un effet de contamination sur toute l'Afrique, n'est-ce pas? Et si on veut réussir le projet d'un marché intra-africain, d'une zone de libre-échange au niveau de l'Afrique, il faut nécessairement compter sur le Congo. Et compter sur le Congo, ça veut dire mettre fin, n'est-ce pas, à l'exploitation illégale des minerais à l'est du Congo, qui est en quelque sorte le nerf de la guerre. Donc la guerre du Congo va finir, elle doit finir, et il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autre option pour ça, et on va accompagner le président de la République et tous les fils et les filles de ce pays. Vrai ou faux, la politique vous intéresse, cher professeur? D'une certaine manière, oui, dans la mesure où, quand on aime son pays, n'est-ce pas, et qu'on veut apporter son expertise, je ne dis pas forcément qu'on doit le faire dans un cadre politique, mais il n'est pas exclu qu'on le fasse dans l'arène politique, n'est-ce pas? Donc je ne vais pas nier devant votre caméra que la politique du Congo m'intéresse. Quand on aime son pays, c'est tout à fait naturel. Merci, cher professeur, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier et tout le plaisir a été pour moi. Merci, professeur. Je pense que c'est pour une première, mais pas une dernière, ces plateaux, et également à vous.
au moment où à chaque fois vous avez la matière de pouvoir communiquer à la population congolaise. Vous êtes et vous serez toujours le bienvenu dans ces plateaux chroniques DBM. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. Merci à Mikado qui était derrière la caméra. Merci à Papa Freddy à la régie. Merci à l'ingénieur Pepito Sakasaka. Merci également à la grande famille Moni qui me suit depuis quelque part, sans oublier mon père. Lui, c'est Cyril Zimoni qui me suit depuis quelque part. Merci à tous nos fans et restez branchés sur nos antennes Numérica Télévision, la chaîne intelligente. Retrouvez-nous prochainement avec un nouveau numéro sur la même chaîne, votre magazine émission Chronique DBM. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.